1984, écrit par George Orwell en 1948, lu par Équilivre, livre audio. Troisième partie. Chapitre 2. Winston était couché sur quelque chose qui lui donnait l'impression d'être un lit de camp, sauf qu'il était plus élevé au-dessus du sol. Winston était attaché de telle façon qu'il ne pouvait bouger. Une lumière qui semblait plus forte que d'habitude lui tombait sur le visage. O'Brien était debout à côté de lui et le regardait attentivement. De l'autre côté se tenait un homme en veste blanche qui tenait une seringue hypodermique. Même après que ses yeux se fussent ouverts, Winston ne prit conscience de ce qui l'entourait que graduellement. Il avait l'impression de venir d'un monde tout à fait différent, d'un monde immergé profondément au-dessous de celui-ci, et d'entrer dans la salle en nageant. Il ne savait pas combien de temps il était resté immergé. Depuis le moment de son arrestation, il n'avait vu ni la lumière du jour, ni l'obscurité. En outre, la suite de ses souvenirs n'était pas continue. Il y avait eu des instants où sa conscience, même le genre de conscience que l'on a dans le sommeil, s'était arrêtée net et avait reparu après un intervalle vide. Mais étaient-ce des jours, des semaines ou seulement des secondes d'intervalle ? Il n'y avait aucun moyen de le savoir. Le cauchemar avait commencé avec ce premier coup sur l'épaule. Il devait comprendre plus tard que tout ce qui lui advint alors n'était qu'un préliminaire, une routine de l'interrogatoire à laquelle presque tous les prisonniers étaient soumis. Il y avait une longue liste de crimes, espionnage, sabotage et le reste que tout le monde naturellement devait confesser. La confession était une formalité, mais la torture était réelle. Combien de fois il avait été battu, combien de temps les coups avaient duré, il ne s'en souvenait pas. Il y avait toujours contre lui à la fois 5 ou 6 hommes en noir. Parfois c'étaient les poings, parfois les matraques, parfois les verges d'acier, parfois les bottes. Il lui arrivait de se rouler sur le sol, sans honte, comme un animal, en se tordant de côté et d'autre, dans un effort interminable, et sans espoir pour esquiver les coups de pied. Il s'attirait simplement plus et encore plus de coups, dans les côtes, au ventre, sur les épaules, sur les tibias, à l'aine, aux testicules, sur le coccyx. La torture se prolongeait parfois si longtemps qu'il lui semblait que le fait cruel, inique, impardonnable n'était pas que les gardes continuassent à le battre, mais qu'il ne pût se forcer à perdre connaissance. Il y avait des moments où son courage l'abandonnait à un point tel qu'il se mettait à crier grâce avant même que les coups ne commencent. Des moments où la seule vue d'un poing qui reculait pour prendre son élan suffisait à lui faire confesser un flot de crimes réels et imaginaires. Il y avait d'autres moments où il commençait avec la résolution de ne rien confesser, où chaque mot devait lui être arraché contre des halètements de douleur, et il y avait des instants où il essayait faiblement d'un compromis, où il se disait « Je vais me confesser, mais pas encore. Je vais tenir jusqu'à ce que la souffrance devienne insupportable. 3 coups de pied de plus, 2 coups de plus, puis je leur dirai ce qu'ils veulent. » Il était parfois battu au point qu'il pouvait à peine se redresser, puis il était jeté comme un sac de pommes de terre sur le sol de pierre d'une cellule. On le laissait récupérer ses forces quelques heures, puis on l'emmenait et on le battait encore. Il y avait aussi des périodes plus longues, de rétablissement. Il s'en souvenait confusément car il les passait surtout dans la stupeur et le sommeil. Il se souvenait d'une cellule où il y avait un lit de bois, sorte d'étagère qui sortait du mur, une cuvette d'étain, des repas de soupe chaude et de pain, parfois du café. Il se souvenait d'un coiffeur hargneux qui vint le raser et le tondre, et d'hommes à l'air affairé, antipathiques, vêtus de vestes blanches, qui lui prenaient le pouls, lui tapotaient les articulations pour étudier ses réflexes, lui relevaient les paupières, le palpaient de doigts durs pour trouver les os cassés, et lui enfonçaient des aiguilles dans les bras pour le faire dormir. Les passages à tabac se firent moins fréquents et devinrent surtout une menace, une horreur à laquelle il pourrait être renvoyé si ses réponses n'étaient pas satisfaisantes.
Ceux qui l'interrogeaient maintenant n'étaient pas des brutes en uniforme noir, mais des intellectuels du parti, de petits hommes rondelés, aux gestes vifs et aux lunettes brillantes, qui le travaillaient pendant des périodes qui duraient, il le pensait mais ne pouvait en être sûr, 10 ou 12 heures d'affilée. Ces autres questionneurs veillaient à ce qu'il souffrît constamment d'une légère douleur, mais ce n'était pas surtout sur la souffrance qu'ils comptaient. Ils le giflaient, lui tordaient les oreilles, lui tiraient les cheveux, l'obligeaient à se tenir debout sur un pied, lui refusaient la permission d'uriner, l'aveuglaient par une lumière éblouissante, jusqu'à ce que l'eau lui coulât des yeux. Mais leur but était simplement de l'humilier et d'annihiler son pouvoir de discussion et de raisonnement. Leur arme réelle était cet interrogatoire sans pitié, qui se poursuivait sans arrêt, heure après heure, qui le prenait en défaut, lui tendait des pièges, dénaturait tout ce qu'il disait, le convainquait à chaque pas de mensonges et de contradictions, jusqu'à ce qu'il se mît à pleurer, autant de honte que de fatigue nerveuse. Il lui arrivait de pleurer une demi-douzaine de fois dans une seule session. Ses bourreaux, la plupart du temps, vociféraient qu'il voulait les tromper et menaçaient à chaque hésitation de le livrer de nouveau aux gardes. Mais parfois, il changeait soudain de ton, lui donnait du camarade, en appelait à lui au nom de Langsock et de Big Brother, et lui demandait tristement si, même en cet instant, il ne lui restait aucune loyauté envers le parti qui pût le pousser à désirer défaire le mal qu'il avait fait. Quand après des heures d'interrogatoire, son courage s'en allait en lambeaux, même cet appel pouvait le réduire à un larmoiement hypocrite. En fin de compte, les voix grondeuses l'abattirent plus complètement que les bottes et les poings des gardes. Il devint simplement une bouche qui prononçait, une main qui signait tout ce qu'on lui demandait. Son seul souci était de deviner ce qu'on voulait qu'il confessât, et de le confesser rapidement, avant que les brimades ne recommencent. Il confessa l'assassinat de membres éminents du parti, la distribution de pamphlets séditieux, le détournement de fonds publics, la vente de secrets militaires, les sabotages de toutes sortes. Il confessa avoir été un espion à la solde du gouvernement estasien depuis 1968. Il confessa qu'il était un religieux, un admirateur du capitalisme et un inverti. Il confessa avoir tué sa femme, bien qu'il sût, et ses interrogateurs devaient le savoir aussi, que sa femme était encore vivante. Il confessa avoir été pendant des années personnellement en contact avec Goldstein et avoir été membre d'une organisation clandestine qui comptait presque tous les êtres humains qu'il eût jamais connus. Il était plus facile de tout confesser et d'accuser tout le monde. En outre, tout en un sens était vrai. Il était vrai qu'il avait été l'ennemi du parti, et aux yeux du parti, il n'y avait pas de distinction entre la pensée et l'acte. Winston avait aussi des souvenirs d'un autre genre. Ils se dressaient dans son esprit, sans lien entre eux, comme des tableaux entourés d'ombre. Il se trouvait dans une cellule qui pouvait avoir été sombre ou claire, car il ne pouvait rien voir qu'une paire d'yeux. Il y avait tout près une sorte d'instrument dont le tic-tac était lent et régulier. Les yeux devinrent plus grands et plus lumineux. Il se détacha soudain de son siège, flotta, plongea dans les yeux et fut englouti. Il était attaché à une chaise entourée de cadrans, sous une lumière aveuglante. Un homme vêtu d'une blouse blanche lisait les chiffres des cadrans. Il y eut un piétinement de lourdes bottes au dehors. La porte s'ouvrit en claquant. L'officier au visage de cire entra, suivi de 2 gardes. « Salle 101, dit l'officier. L'homme à la blouse blanche ne se retourna pas. Il ne regarda pas non plus Winston. Il ne regardait que les cadrans. Il roulait dans un immense couloir d'1 kilomètre de long, plein d'une glorieuse lumière dorée. Il se tordait de rire et se confessait à haute voix en criant à tue-tête. Il confessait tout, même les choses qu'il avait réussi à garder secrètes sous la torture. Il racontait l'histoire entière de sa vie à un auditeur qui la connaissait déjà. Il y avait près de lui les gardes, les autres questionneurs, les hommes en blouse blanche, O'Brien, Julia, M. Charrington. Tous descendaient le corridor en roulant et se tordaient de rire. Une chose terrifiante que l'avenir gardait en réserve
avait en quelque sorte été laissée de côté et ne s'était pas produite. Tout allait bien. Il n'y avait plus de souffrance. Le plus petit détail de sa vie était mis à nu. Compris, pardonné. Il se levait précipitamment de son lit de planches, à peu près certain d'avoir entendu la voix d'O'Brien. Pendant tout son interrogatoire, bien qu'il ne l'eût jamais vu, il avait eu l'impression qu'O'Brien était à ses côtés, juste hors de sa vue. C'était O'Brien qui dirigeait tout. C'était O'Brien qui lançait les gardes sur lui et qui les empêchait de le tuer. C'était lui qui décidait à quel moment on devait le faire crier de souffrance, à quel moment on devait lui laisser un répit, quand on devait le nourrir, quand on devait le laisser dormir, quand on devait lui injecter des drogues dans le bras. C'était lui qui posait les questions et suggérait les réponses. Il était le tortionnaire, le protecteur, il était l'inquisiteur, il était l'ami. Une fois, Winston ne pouvait se rappeler si c'était pendant un sommeil artificiel ou normal, ou même à un moment où il était éveillé, une voix murmura à son oreille. « Ne vous inquiétez pas, Winston, vous êtes entre mes mains. Depuis 7 ans, je vous surveille. Maintenant, l'instant critique est arrivé. Je vous sauverai, je vous rendrai parfait. » Winston n'était pas certain que ce fût la voix d'O'Brien. Mais c'était la même voix qui lui avait dit dans un autre rêve, 7 ans plus tôt, « Nous nous rencontrerons là où il n'y a pas de ténèbres. »